Bonjour à tous les amis. Après ce podcast des 1 an, on revient parce qu'on sait que vous aimez quand on parle de la filmographie d'un réalisateur et aujourd'hui on va parler de Damien Chazelle. Damien Chazelle, l'heureux élu d'Hollywood, celui qui devait sauver le cinéma. Et il a 4 films à son actif et avec mon co-animateur favori, comment ça va mon cher Touga ? Ça va très très bien puisqu'on va parler quand même d'un réalisateur que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Un cœur sur Damien. Donc quand j'ai entendu le sujet et qu'on allait parler de Damien Chazelle, je dois dire que j'étais aux anges. Et on a du coup notre invité fétiche. Là, on savait qu'il aime ce réalisateur. On en a déjà parlé plein de fois. Donc ça me fait très plaisir de l'accueillir pour ce sujet. Comment ça va Thibaut ? Écoute, ça va. Tu pourrais m'appeler Thibaut du podcast Obsession sur pellicule. Ah, c'est bon, on t'a fait la pub une fois. On va pas te la faire pendant 400 fois. On est assez généreux comme ça d'avoir fait la pub à un podcast plus jeune que nous. Thibaut. Mais là, c'est bon. Qui cartonne. Allez écouter l'interview de Gilles Marchand, scénariste du film Dossier 137. Et là, il y a plein de choses qui arrivent. Il cartonne parce qu'on te donne l'approvisionnement en carton, hein, vu que les cartons du cinéma sont quand même la base principale du carton. Hein, voilà, on cartonne ici aussi. Hein. Il faut savoir que Damien Chazelle est quand même un de mes plus grands réalisateurs contemporains. Oui, dans tous les cas, Damien Chazelle, on rappelle quand même qu'il a 4 films, 4 longs métrages qui ont vraiment eu un impact dans le cinéma. Du coup, il a réalisé vraiment 4 longs métrages. Whiplash, La La Land, First Man et Babylone. Je pense que honnêtement, à part Babylone, tous ces autres films ont trouvé leur public, / ont plu ou déplu directement. Et je pense qu'on va faire film par film, vu qu'il y en a 4, autant avancer directement. C'est quoi votre avis sur Whiplash ? Déjà, moi, mon avis sur Whiplash, il va être très simple. C'est un de mes films préférés de tous les temps. Donc déjà, ça commence bien. C'est son meilleur film. Le meilleur film jamais réalisé pour une première réalisation. Voilà. Damien Chazelle, il a réussi à faire ça. Film, ouais. Ouais, pour un premier film, il a réussi à faire ça. Il a réussi à faire un chef-d'œuvre sur une obsession sur l'envie de réussite d'un batteur avec la relation un petit peu tumultueuse, toxique de son instructeur, joué par J.K. Simmons, qu'il faut en parler aussi, hein, qui est peut-être l'un des meilleurs méchants, en tout cas modernes, portrayés à l'écran. Le Terence Fletcher, quand même, il va me rester pendant très 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 longtemps, pendant des années dans ma tête. L'impact qu'il a eu, ce film, il est quand même assez grandiose. La tension graduelle est constante. Hein. Le film ne se repose jamais et il a un rythme parfait. Bien évidemment, le jazz, j'adore ça. Et il est portrayé parfaitement. Touga. Oui, Thibaut. Attention, Touga. Oui. C'est pas mon tempo. Est-ce que tu peux reprendre sur le bon tempo ? C'est pas mon tempo. Non, Thibaut, on va pas commencer. J'ai pas envie d'avoir une relation difficile avec toi, Thibaut. J'ai pas envie de chialer. C'est pas mon tempo. Non, mais Thibaut, non. Je peux pas. Non. Ne me rends pas fou. Ok. je disais, le film avait cette tension constante, cette obsession qui est assez exceptionnelle et qui est montrée avec une mise en scène qui me donne la chair de poule rien que d'y penser. L'obsession, voilà, de cette réussite, le grit de Andrew est assez exceptionnel, qui me marque aussi un petit peu parce qu'il transpose aussi avec un petit peu ce que j'ai vécu dans la réalité. Avec, je faisais du judo et j'avais un peu cette obsession-là aussi de toujours m'améliorer constamment, et j'avais un peu une relation pas aussi toxique, on va dire, que la relation Andrew et Fletcher dans le film, mais il y avait des similitudes que j'avais retrouvées, donc qui m'a encore plus impacté. Et que dire, la fin, quoi. La fin est grandiose. 15 minutes de caravane exceptionnelle, une fin parfaite, une tension qui explose littéralement. Bravo Monsieur Chazelle pour ce film. Oui, donc Whiplash, bien évidemment. Et toi Thibaut, qu'est-ce que tu voudrais dire avant que je donne mon avis ? On va faire comme ça chacun notre tour.
Thibaut, Ouais. Whiplash pour toi, qu'est-ce que c'est? Comme l'a dit Touga, ce que j'ai adoré dans le film, c'est le rapport prof-élève, maître-élève, jusqu'où on est capable d'arriver pour obtenir l'excellence, tout en étant hyper violent. J'adore sa mise en scène. Je trouve que le montage, il n'y a aucune fausse note. Et ce que montre le film, c'est est-ce que Andrew est une victime ou un complice du professeur Fletcher? Et est-ce que le film est un film sur l'art ou sur l'ego de la personne? Franchement, pour tout vous dire, je crois l'avoir vu 7 fois au cinéma. Je l'ai découvert. Et il a fallu me le réapproprier. Donc j'y suis allé avec un ami, un autre ami, mes parents. Enfin, voilà. Très beau film, très bon film de Damien Chazelle. Oui, en même temps, Damien Chazelle. Là où je reviens vraiment, où je rejoins totalement mon cher Touga, c'est que c'est vrai que je pense que c'est peut-être le meilleur premier film de l'histoire du cinéma. Je suis pas sûr qu'un réalisateur ait fait aussi bien dans son entrée. Après, comment on pourrait dire aussi que Whiplash, c'est quelque chose de très particulier aussi. C'est avec aussi le retour, je pense aussi, de Miles Teller qui, après de quelques années où il commençait vraiment à devenir très pathétique dans ses rôles, en 2014, Whiplash a vraiment relancé sa carrière. Donc, c'est beaucoup de choses, Whiplash, et c'est sûr que pour moi aussi, il fait partie, je pense, de mon top 20 des meilleurs films de ma vie, sans aucun doute. J'ai vraiment énormément aimé Whiplash. Et là, je pense que c'est pas le film qui va faire débat sur la carrière de Damien Chazelle, loin de là. Donc, je pense qu'on peut vite y passer en sachant que j'espère que les gens nous ont entendus. Whiplash est un chef-d'œuvre, je pense, et que certainement dans 50 ans, 100 ans, il fera partie de ces fameux livres où ils disent les 100 films à voir du siècle d'avant, et il y aura forcément Whiplash, je pense. J'aimerais juste rajouter une petite chose. Oui, vas-y. Si vous me l'autorisez. Il y a eu un court-métrage avec J.K. Simmons qui reprend la confrontation entre le prof et l'élève. Et je crois que l'élève était incarné par un joueur par Johnny Simmons. C'est Johnny Simmons qui l'a interprété. C'est pas Miles Teller, justement, parce qu'il est. Miles Teller dans le court-métrage. Ça devait être Miles Teller, mais il n'était pas disponible malheureusement à ce moment-là. Mais c'était bien Miles Teller qui était prévu à la base, et c'était Johnny Simmons qui l'avait remplacé pour ce court-métrage. Tout à fait. Et puis la deuxième petite chose que je veux juste rajouter rapidement, c'est qu'on est sur un super duo entre le réalisateur Damien Chazelle et le compositeur de la musique. Justin Hurwitz, j'allais en parler, et qui est exceptionnel. Peut-être. Ah non, mais voilà, on commence avec son premier film. Voilà, c'est un début de collaboration phénoménal qui explose tout. Ouais. Moi, je suis désolé, mais Justin Hurwitz, à l'heure actuelle, avec les bandes son qu'il a fait, je pense qu'il peut s'asseoir très très rapidement à la table des plus grands compositeurs du 21e siècle depuis les années 2010. Justin Hurwitz. Ah ben moi, il dépasse Hans Zimmer. Pour moi, oui. Là, des 10 dernières années, c'est pour moi le plus grand compositeur, Justin Hurwitz. Il est meilleur que Zimmer. Dans ce qu'il a fait ces 10 dernières années, il est meilleur que Ludwig Göransson, là, que beaucoup disent oui que c'est le nouveau Zimmer, mais moi, tu me parles pas de lui comme le nouveau Hans Zimmer. Moi, il y a Justin Hurwitz, c'est meilleur. Moi, de temps en temps, je me mets, parce que j'ai les CD, les bandes originales de films, et je me mets dans ma platine comme ça le CD de Whiplash pour l'écouter. Ou le CD de Babylone, ou le CD de First Man. Ouais, et il faut savoir aussi que, étonnant que ça puisse paraître, Justin Hurwitz, c'est pas compliqué. Si tu prends sa filmographie, mais pour compositeur, vous m'avez compris, et il est crédité que sur les films de Damien Chazelle. Oui, c'est très bien, parce qu'ils ont une collaboration assez fusionnelle, les deux. Ils se connaissent depuis l'université. Ils étaient amis et ils se sont trouvés comme deux âmes sœurs. En fait, c'est un peu comme Miyazaki et Hisaishi, quoi. On est un peu sur ce genre de duo qui sont ultra complémentaires et se connaissent parfaitement et du coup donnent le meilleur des deux. Et quand les deux font bien leur tambouille, ça donne Whiplash et ça donne ces autres films après, dont le prochain qu'on va parler maintenant, je pense. Oui, on va parler maintenant de ce deuxième film. Lui, il est sorti en 2016. C'est La La Land. C'est pour moi le film qui fait le plus débat entre le fameux chef-d'œuvre, le film
qui fait partie des plus surcotés, le film le plus décevant, le meilleur film de la carrière de Ryan Gosling, le pire film de la carrière de Ryan Gosling, même chose pour Emma Stone. Anecdote, ça ne devait pas être Emma Stone, mais Emma Watson qui devait incarner ce rôle au début, mais Emma Watson n'a pas aimé le scénario de La La Land et du coup ça a fini avec Emma Stone qui a ramené la statue à la maison. C'est pas qu'elle a pas aimé, c'est parce qu'en fait, elle était sur le tournage enfin, les deux tournages se tournaient en même temps. Il a fallu choisir et elle a choisi La Belle et la Bête. Parce qu'elle voulait faire ce rôle depuis, c'était un de ses rêves de faire voilà. La Belle de La Belle et la Bête. Et donc elle a laissé La La Land. La Belle et la Bête. Et en plus, Love, tu t'oublies l'autre moitié parce que ça devait pas être Ryan Gosling à la base, ça devait être encore Miles Taylor, qui devait être à la base qui devait être dans le film. Mais il était pris, lui, c'était pour War Dogs, je crois. War Dogs. Ouais, War Dogs. C'était War Dogs. Bon. Qu'il était Après, pris. ce qui est bien avec Miles Taylor, c'est qu'il avait 2 grands films qui lui étaient permis, donc ça va. Donc War Dogs, qui je trouve, est une pépite. Et Ryan Gosling était prévu aussi au casting de La Belle et la Bête, dans le rôle de Lumière, le chandelier. Et au final, il a préféré jouer dans La La Land plutôt que dans La Belle et la Bête. Ah bah en même temps, vu le rôle qu'on lui proposait dans La Belle et la Bête... C'était vite Ewan McGregor qui a repris le rôle dans La Belle et la Bête. Imaginez juste l'idée que le film aurait pu être Miles Taylor et Emma Watson dans le même film sur La La Land. Ah, avec DC, on peut refaire le monde, hein, mais bon, c'est que là que maintenant, quand tu vois le film quand il est sorti, tu ne peux pas voir autre chose que Gosling et Emma Stone. C'est clair que quand tu le vois, c'est très compliqué maintenant. À quel point ils ont marqué de leur empreinte avec ce film, cette alchimie entre les deux qui est assez extraordinaire. C'est son deuxième chef-d'œuvre, La La Land, voilà, hein, on va pas tourner autour du pot, hein, c'est son deuxième chef-d'œuvre. Un de mes films préférés, encore une fois, c'est vraiment là qui m'a solidifié comme étant un de mes réalisateurs préférés tout court, contemporain sûr et tout court même, parce qu'il m'a fait aimer un genre que je n'ai pas trop aimé de base, qui est la comédie musicale. Et encore, pas tout à fait de la comédie musicale, puisque bon, on parle beaucoup de la fin, le côté dramatique, qui est vraiment exceptionnel. Il a réussi, Chazelle, en reprenant sa passion et du cinéma et du jazz, à les combiner entre les deux, à nous donner ce mélange, cette alchimie parfaite sous prisme du genre de la comédie, enfin du musical, de la comédie musicale, et c'est exceptionnel. Encore saupoudré de la magie de Justin Hurwitz qu'on a parlé, que j'ai en vinyle, et je suis très heureux. Moi, j'ai envie de vous dire, attends, Thibaut, dis-nous ce que tu as pensé de La La Land. Moi, chef-d'œuvre, je rejoins complètement Touga là-dessus. Quand j'ai découvert le film, j'ai dit waouh, vraiment un film qui rend hommage à autant de comédies musicales, que ce soit des comédies musicales françaises, que ce soit des comédies musicales américaines comme Chantons sous la pluie, comme Un Américain à Paris. Évidemment, on pense à Jacques Demy. Je trouve que le duo Ryan Gosling et Emma Stone, il est très complémentaire, c'est-à-dire qu'ils font très très bien ensemble. Il y a une espèce de grâce qui s'installe, et il y a certains motifs. J'adore le motif des saisons. Au début, quand Emma Stone rejoint ses amis, j'adore le fait qu'elle porte des couleurs. On est dans la joie, et puis au fur et à mesure, les couleurs deviennent plus ternes. Vraiment, j'adore ce film. C'est vrai que les couleurs, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais la photo est exceptionnelle. Hein. Comment il s'appelle ? C'est le mythe du rêve hollywoodien qui est abordé. Ça se passe à Los Angeles, la fameuse cité aux étoiles. Et est-ce qu'il faut privilégier sa carrière ou son histoire personnelle d'amour ? Moi, j'ai envie de vous dire que peut-être que vous avez aimé ce film. Moi, j'ai détesté. Voilà, j'ai passé un très très mauvais moment devant La La Land. C'est vraiment pas un cinéma qui me touche. Je trouvais que trop c'est trop, et que c'était bourré, trop de références tue la référence. Et je trouve que c'est le pire film de Damien Chazelle. Ah ouais, à ce point. Ah, j'ai vraiment détesté La La Land, que j'ai vu sur grand écran, hein, donc on n'est pas sur l'exemple petit écran de je ne sais quoi. J'ai détesté La La Land. Et je ne saurais pas quoi vous dire, parce que si vous avez tant aimé, c'est que vous avez vos raisons, moi j'ai les miennes. Bon, je suis pas là pour vous convaincre, on est là pour parler
parler du cinéma de Damien Chazelle, mais je trouve que La La Land m'a tellement sorti de mes gonds parce que je trouvais que c'était vraiment un film qui va trop loin pour rien des fois et qu'il y avait des scènes que les gens me disaient que les scènes étaient trop c'est trop. Je trouvais que ce film était la vision de trop. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'il y avait de trop c'était quoi surtout qui était de trop? C'était les danses, la musique, comment c'était présenté? C'était surtout ça tu trouvais que c'était trop? Surtout la présentation des scènes que je trouvais beaucoup trop sur trop. Il y avait puis ce moment de folie où tu te disais que tu pourrais vraiment rentrer dans le film toi-même. Je trouve que là, ça faisait une atmosphère qui me rendait imperméable à l'univers et que je me disais que ça n'existerait jamais. Alors que je trouve que justement, ce qui est bien avec les films de Damien Chazelle, surtout quand j'avais vu Whiplash, c'est que je me disais que ça pouvait arriver à un jeune Américain qui tombait sur un fou du bus en termes de professeur et que ça a donné un truc de fou au niveau de la batterie. Mais là, je trouve que justement, La La Land, ça va à l'opposé et que ça enlève tout fait réaliste et aussi beaucoup trop de références. Beaucoup trop. Moi, ça m'a plu, les références. Je les trouve digérées. C'est-à-dire qu'on sent vraiment Damien Chazelle, l'amoureux du cinéma. Et je trouve que, pour moi, elles sont pas too much, ces références. C'est vraiment bien appuyé, bien digéré. Ça passe crème. Par exemple, comme je vous dis, les 4 filles aux robes rouge, bleu, jaune et vert, ça vient d'un film américain. Maintenant, est-ce que c'est gênant? Ben non. Tu dis, ah tiens, c'était dans tel film. Même moi qui déjà n'est pas du tout fan de comédie musicale, donc j'en ai pas vu énormément, quand j'ai vu La La Land, je me suis dit ça devait s'inspirer de telle ou telle scène. Et je trouvais ça... Et même réussir à me faire dire que c'est un hommage ou en tout cas une référence à un autre film, notamment à la fin dans la scène de l'observatoire où j'ai ressenti qu'il y avait des influences, etc. Et surtout comment ça a été amené avec ce côté planant, rêveur justement. Peut-être que ce côté-là que t'aimais moins, Love, moi c'est justement ce côté-là qui était exceptionnel où on sentait que leur amour, leur idylle, ce fameux rêve, ce fameux côté planant, idyllique où on va aller de salle en salle justement, de peinture en peinture et là où je ressentais un petit peu des influences, même si j'avais même pas ces références, je sentais vraiment la passion que Chazelle transposait, et c'est après que j'ai compris que ça venait du cinéma de Jacques Demy, notamment Les Parapluies de Cherbourg, et je me dis, et c'était d'autant plus intéressant, et c'est d'autant plus tragique que la fin te fait retourner complètement les pieds à terre, quoi. Parce qu'il te fait ramener à la réalité à la fin du film avec cette fin. Je vais pas trop en dire, mais cette fin te fait ramener complètement à la réalité. C'est un stop complet au rêve, à l'idéalisation de la cité des rêves d'Hollywood, quoi. Et je trouve que c'est brillant. C'est brillant pour le coup, comment ça a été transposé, quoi. Complètement. Et puis, pour faire plaisir à Touga, il y a le retour de J.K. Simmons. Oui, bien sûr, il revient en tant que... non. En tant que c'est un chef, enfin il tient un resto, un patron, voilà, un patron d'une boîte de jazz, voilà, c'est ça, une boîte de jazz, un bar jazz, un resto jazz, enfin non, d'un resto, je crois. Oui, d'un resto où joue effectivement Ryan Gosling. Là, ça aurait été marrant dans un univers parallèle que ça soit Miles Teller, parce que la scène aurait été cocasse pour le coup, avec tout le trauma qu'on s'est tapé avec Whiplash juste avant. Ça aurait été encore plus drôle. Et la musique. Ah, là, c'est son chef-d'œuvre, Justin Hurwitz. Hein. Moi, les musiques, je fonds très clairement. Je les trouve très belles. Après, voilà, comme j'ai dit, honnêtement, là, je suis pas dans une idée de débat, de vouloir vous convaincre ou que vous ayez me convaincre. Je suis vraiment là pour qu'on puisse parler de l'importance de ce réalisateur à l'heure actuelle et que je trouve que, comme je l'ai dit dans ma présentation de La La Land, qu'on aime ou pas, c'est vrai qu'il y a eu un très très gros bouleversement La La Land en 2017 et que c'est un film qui est quand même très particulier, qui a une vraie tentative derrière, et que selon les personnes que ça accroche ou non, La La Land, ça a marqué l'année 2017, sans aucun doute. Et on peut même le voir avec du coup Emma Stone qui est allée chercher sa petite statuette aux Oscars. Donc moi je suis pas là pour vous convaincre de quoi. Ils se sont bourrés aux Oscars. Non mais c'est un vol. Non mais c'est un vol complet. C'est clairement un vol, parce que qui se souvient de c'était Moonlight, mais quel enfin je vais pas parler de Moonlight, mais Moonlight de mériter à 0% son Oscar.
Oscar. T'as La La Land à côté, je n'ai jamais compris. Et d'autant plus le fait de se gourer, de dire non, c'est Moonlight. Là, j'avais envie de péter la télé à ce moment-là. J'avais envie vraiment de péter la télé à ce moment-là, parce que La La Land s'est fait complètement voler. C'est peut-être un des films un des plus grands films à se faire voler un Oscar. Vraiment, La La Land, il se pose là-haut. Hein. Je l'ai encore au travers de la gorge. Le Moonlight... No, it's Moonlight. Ah non, ça, je le digère encore très très mal. Hein. Donc, tout ça pour dire que La La Land, il a quand même bouleversé les émotions des gens, sans le moindre doute. Nous arrivons donc en 2018, le film qui, je pense, honnêtement, fera le moins de débat en termes de qualité. Je parle de First Man, ce biopic du premier homme sur Terre, premier homme sur la Lune. Moi, je dis cahier des charges. Non, arrête, c'est insupportable. On dort là. Moi, je dors avec ce film. Non, ce que je veux dire dans First Man, il y a tout d'abord une rupture de ton avec les deux films précédents. On est plus sur de l'intime que du grand spectacle. Et je trouve que c'est un très très beau film sur le deuil et l'espace. Moi, j'aime beaucoup le film, mais vraiment. Il y a une scène, mais j'avais les poils parce que la musique de Justin Hurwitz, c'est l'alunissage. L'alunissage, quand il arrive sur la Lune, quand il se pose sur la Lune, tu as l'image de Damien Chazelle, la réalisation, et tu as la musique de Justin Hurwitz, les deux combinés, les poils à chaque fois. Et rien que pour cette scène-là, revoyez cette scène-là, elle est magnifique. Oui, donc oui, mais après, le problème, c'est que vraiment tout le film est pareil comme un somnifère infinissable. Ah, merci. Vraiment, First Man, c'est le film qui dénote le plus des trois autres, puisqu'il ne parle pas d'une passion de Chazelle, à savoir le jazz ou le cinéma. Là, il nous parle de la vie de Neil Armstrong, et on rompiche, quoi. On rompiche pendant tout le film. Moi, j'ai vraiment subi le film, hein, vraiment. J'ai senti vraiment les 2h20 qui sont passées. J'étais vraiment déçu. J'attendais que le film ne démarre jamais. Au final, j'ai eu beaucoup de mal à le finir. Je l'ai trouvé vraiment lourd, quoi, le film un petit peu. Et comme l'a dit Love, j'ai l'impression que c'est un peu un film fait un peu en mode cahier des charges, et je ressentais pas vraiment la passion flamboyante que pouvait avoir Chazelle lors de ces deux autres films, quoi. Là, je le ressens pas dans ce film, et malheureusement, ça m'a dénoté. Et c'est surtout le thème, le sujet, le deuil. Effectivement, je comprends que ce soit un sujet un peu plombant, mais non, on rompiche pas du tout, quoi. Moi, je suis passionné. Le thème était intéressant et pouvait avoir des choses importantes à raconter, et ça je le dis pas, mais dans la façon dont c'est exécuté, de mon côté, moi, c'est la rompiche, malheureusement. Il mériterait sûrement un nouveau visionnage, mais de ce que j'ai vu, de ce que je me souviens, c'était quand même assez compliqué. Moi, surtout, mon plus gros problème sur First Man, c'est vraiment le rythme que je trouve d'un ennui mortel. C'est le rythme au cours du film. Vraiment, je trouve que le film a un très très mauvais rythme, à la différence de La La Land et Whiplash, qui, même si j'ai pas aimé La La Land, je reconnais une certaine tonalité dans le rythme très très bon. Mais la First Man, je trouve ça impossible à tenir. Y a jamais ça relance jamais, en fait. C'est perpétuellement, je m'ennuie devant First Man, et j'ai vraiment cette odeur de on se fait vite chier, quoi. Donc, voilà. Je vous invite à revoir gentiment First Man, et vous verrez que votre avis a été un peu biaisé. J'avais prévu de le revoir à un moment, un de ces quatre. Je le reverrai. Alors, mais il n'a pas été. C'est pour moi c'est le moins bon des films de Chazelle. C'est le moins bon des films de Chazelle, mais ça reste un bon film pour moi. Et mais du coup, non, j'ai pas aimé First Man, donc c'est compliqué pour moi. Mais je préfère, La La Land à First Man en même temps, parce que vraiment First Man, c'est vraiment une sieste horrible.
Mais après, voilà, c'est juste chacun son avis, chacun son goût. Mais First Man, déjà, c'est le film qui a eu le moins gros impact, je pense, sur le cinéma venant de Damien Chazelle par rapport à Whiplash et La La Land. En même temps, c'était 2 séismes ténébreux. On va revenir du coup sur le dernier film, le 4e, celui qui a tout cassé dans les débats. Hein, vraiment, je pense que c'est celui qui a provoqué le plus de débats. Je parle bien évidemment du chef-d'œuvre Babylone. Le chef-d'œuvre Babylone, que les Européens ont peut-être compris et que peut-être que le reste du monde a moins compris. Bah, j'ai envie de dire, nous, la France aime bien Chazelle. Hein, c'est toujours le pays qui récolte le plus d'argent à Chazelle, à partir de Babylone. Pas forcément la Belgique. Je parle de la France. La Belgique, il a fait des scores lamentables, mon cher Touga. Oui, mais moi, je suis français. Non, mais... Je pensais quand ça t'arrange. Au moment où Babylone sort, j'habitais encore en France, monsieur. donc j'étais français. Du pays. Oui, Babylone, c'est le dernier de la trilogie non officielle de Chazelle sur sa passion, sur ses passions. On avait eu Whiplash pour sa passion du jazz, La La Land qui avait ses 2 passions, le cinéma et le jazz. Et ben il a fallu qu'il les fasse un sur seulement la passion du cinéma. Et Babylone n'est pas un chef-d'œuvre comme le dit Love, mais il reste un excellent film. Vraiment, peut-être ma meilleure séance de cinéma de tous les temps, parce que j'ai peut-être eu le plus gros fou rire de ma vie en regardant ce film, notamment toute la scène des bobines, voilà, la scène des bobines, la scène de la caméra, de l'express, de l'urgence de ne pas avoir de caméra avant la scène finale. C'était, j'ai ri pendant 20 minutes. Le film est exceptionnel dans le fait de montrer tout le côté extravagant, le côté outrageux des excès de Hollywood des années 20 et notamment de cette fameuse transition de l'ère du muet à l'ère du son, à l'apparition du son. J'ai trouvé ça exceptionnel avec justement sa réalisation qui revient à sa source. On suit toute l'action de façon avec un rythme extrêmement élevé. Soutenu. Et là, on a 3 histoires racontées dans un film qui sont pas tous égaux. J'en ai une qui est quand même au-dessus des 2 autres. Ça reste l'histoire de Brad Pitt, que moi je trouve être exceptionnelle dans la tragédie, justement dans sa fameuse transition du muet au son et de la descente aux enfers un peu du personnage de Brad Pitt. J'ai trouvé qu'il était excellent. C'est un de ses meilleurs rôles depuis les années 2000-2010. J'ai beaucoup adoré le rôle. Tu parles de Brad Pitt. Ouais, de Brad Pitt, oui. Ouais, moi j'ai trouvé que par exemple Bullet Train, c'était un bon rôle qui avait marqué les gens. Oui, qui a marqué les gens, mais moi qui m'a marqué personnellement et que je trouve être son meilleur rôle depuis Tree of Life 2011. C'est Babylone, quoi. Il est vraiment excellent, il est vraiment exceptionnel dedans. Il me marque, quoi, dedans. Même si les 2 autres histoires, donc celle de Margot Robbie et de Diego Calva, merci. Ouais. Diego Calva sont assez intéressantes, mais je les trouve un poil en dessous. Moi, je trouve que t'es dur avec du coup Brad Pitt parce qu'il a joué dans d'autres films quand même. The Big Short, Ad Astra. Ad Astra, il est bien. C'est vrai qu'Ad Astra, il est très bien. Il est très bien dedans, Ad Astra. Il est un peu sous-côté. Ad Astra, 2014, t'as Fury, World War Z. Il y a quand même de gros films. Ouais, non, ça tu vois, ça m'a moins marqué, tu vois. Moins marqué que son rôle dans Babylone. Moi j'ai trouvé. Il y a aussi son rôle dans Le Secret de la Cité Perdue avec Channing Tatum. Tu penses qu'il t'a intéressé ou pas ce film? Non. Non. Je comprends pas pourquoi, mais ok. Non. Et après, bien sûr, voilà, on n'a pas arrêté de le répéter, mais la collaboration avec Justin Hurwitz, bon, voilà, hein, ça marche toujours aussi bien. Là, c'est le niveau le plus exceptionnel de leur collaboration. Pour toi, c'est le niveau exceptionnel. C'est débattable, mais oui, de toute façon. C'est la plus recherchée, ça c'est sûr. Parce que justement, là où en 2016. C'est vrai qu'il ose plus, ouais.
il explose plus. Ouais. C'est vrai il ose plus, il y a plus de variété. C'est vrai que je te rejoins là-dessus. C'est peut-être la bande-son où il y a plus de variété. Hein. Tu vois la scène de Margot Robbie qui du coup est sur l'ensemble de la population. Tu vois le début, la première fête. Oui, la première fête, oui. Où elle tape sa meilleure danse. Je me souviens encore de la musique, elle est exceptionnelle. Ah oui, elle t'accompagne en plus. Ce qui est bien, c'est qu'elle accompagne pendant toute la scène et surtout pendant quoi les 15-20 premières minutes, le temps que dure la fête, quoi. C'est ça qui est fort aussi. Elle est là, elle est constamment là, elle est constamment présente et elle est géniale. Et après, je pense que surtout, ce qui a fait débat sur le fait que Babylone est moins apprécié, c'est surtout sa fin, quoi. C'est sa fin, surtout où les gens, y en a qui ont dit est-ce que c'était vraiment nécessaire, qu'il fallait vraiment insister là-dessus. Moi je trouve que ça reste quand même une très bonne fin. Moi je trouve que c'était pas un mauvais choix. Après je sais pas si ce que vous en pensez et surtout votre avis aussi. Donc bon, j'ai envie de dire, toi Thibaut, t'en as parlé un peu de Babylone? Pas encore. Oh, je serai pas loin. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le film de Babylone, c'est que ça parle du grand Hollywood, du Hollywood dans toute sa démesure. On peut le voir avec plein de personnages. Effectivement, tu l'as dit, Touga, le meilleur personnage, la meilleure trame, c'est celle de Brad Pitt. On avait un petit peu ce schéma-là dans The Artist de Michel Hazanavicius, où la naissance et la mort du cinéma muet et le début du cinéma parlant. Je trouve effectivement que la première scène, la scène de soirée, dans toutes ces 20 minutes, elle est parfaite. Et la journée de cinéma qui se termine, où en fait on demande à Diego Calva d'aller récupérer une caméra pour avoir le bon plan, la bonne lumière, etc. Ça, ce moment-là, il est incroyable. Et je parlerai d'un personnage qui m'a beaucoup plu. C'est celui du personnage incarné par Tobey Maguire, les bas-fonds du cinéma. Ce personnage me terrorise encore aujourd'hui. Hein. J'ai encore sa tête là avec ses... sa tête est assez folle. Pour moi, Damien Chazelle, là, il crache sur les gros blockbusters style Marvel, etc. Tout ce qui est bas-fond du cinéma. Je pense qu'il crache un peu sur tout Hollywood, hein, pas que sur les grosses licences. Je pense qu'il crache surtout sur les dirigeants d'Hollywood. Ceux qu'on ne cite pas, mais on sait très bien les producteurs les plus connus, ceux qui permettent de vraiment faire des films là-bas. Et pour moi, Babylone, c'est vraiment un grand cri d'amour, un grand cri d'amour au cinéma. Je suis entièrement d'accord. Moi, je vais terminer rapidement, du coup, sur tout ce que vous avez déjà dit. Babylone, pour moi, ça reste un chef-d'œuvre. C'est déjà un chef-d'œuvre. C'est un des futurs classiques du cinéma. Il sera largement au-dessus de La La Land parce que je pense qu'il teste beaucoup plus de choses, Babylone. Et je pense que justement, à force de tenter, c'est pour ça qu'il a eu un raté au niveau de sa sortie. Mais comme beaucoup de films, il va revenir, un classique et autres. Et j'attends juste qu'on remette l'honneur sur Babylone. Les scènes sont fabuleuses, la musique est fabuleuse, les acteurs, actrices sont fabuleuses, l'histoire derrière est fabuleuse. Il y a tout qui est fabuleux. Dans Babylone, c'est vraiment pour moi un de mes films favoris de ma vie. Je pense qu'il est pas loin de Whiplash. Il n'est pas encore top 20, mais je pense qu'avec le temps, il le sera bientôt. Et j'adore Babylone et je souhaite à tout le monde de voir un film comme Babylone et de voir tout simplement Babylone parce que je pense que c'est une des plus grandes lettres d'amour au cinéma qui m'a été permis de voir. Donc je suis très heureux que Damien Chazelle ait eu la possibilité de réaliser ce film malgré que ce fut un échec. Donc je pense que ces prochains films qui, du coup, on va parler du futur, ces prochains films seront beaucoup moins coûteux. Ils seront beaucoup moins créatifs parce qu'ils vont avoir moins la possibilité de ce que j'ai vu. Donc, alors, oui, son prochain film qui est en production à l'heure actuelle, ça va être un film de prison, ce qu'on entend. Hein, donc on part encore, on sort un petit peu du carquois de ses passions pour se lancer dans un nouveau genre, donc la prison, de ce que j'ai entendu. Et il y aurait dedans Daniel Craig, Cillian Murphy et Michelle Williams. Michelle Williams, ouais. Donc ça peut annoncer du bon, mais pour cela, il faudra attendre
que le film soit produit, qu'il commence à se tourner, qu'on verra peut-être les premières images arriver. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on aura Justin Hurwitz. Et ça, ce sera très bien. Voilà, le retour de Justin Hurwitz. Et ça me fait plaisir. Il y avait aussi un autre projet qui a été abandonné avec DiCaprio. C'était le biopic consacré aux cascadeurs et motards des années 70, Evel Knievel. Et ça, il n'a pas trouvé les financements. Et donc, parce que peut-être c'était trop cher. Et donc, il fait son film sur la prison avec un budget plus petit. Voilà. Oui, c'était le deal avec Paramount, mais après l'échec de Babylone, ça s'est pas fait malheureusement, quoi. Rapatrié vers un film plus classique, on va dire. Je pense un film de prison, mais je suis quand même très très hâte. Je vais pas vous mentir. De toute façon, les films de Chazelle, à chaque fois qu'ils en annoncent un, j'ai déjà ma hype qui est au maximum. Donc, en plus, il y a Michelle Williams dedans. Et je suis très content que Michelle Williams soit dans un film de Damien Chazelle. C'est un peu un de mes rêves. Et il se réalise. Je suis très heureux. Je pense que du coup, on va pouvoir en terminer de cet épisode sur Damien Chazelle. On a eu la possibilité de parler des 4 films du réalisateur. Je pense qu'on a un peu tout dit. Donc, on a vu que Damien Chazelle est un réalisateur qui, à en venir, deviendra certainement un réalisateur cultissime du cinéma si on lui permet encore d'avoir accès à toute sa créativité, malgré le flop qu'a été Babylone à l'international. Donc, je vais laisser un dernier mot à mon cher Touga. Merci à lui pour le montage. Merci à Thibaut d'avoir participé à ce podcast sur Damien Chazelle. Et aussi, Damien Chazelle, merci à lui pour ses 2 chefs-d'œuvre, un film moyen et un film vraiment où on s'ennuie. Merci. Vas-y, Touga. Merci Damien Chazelle. Cœur sur toi, je t'adore. Merci beaucoup. Tu es peut-être déjà un des grands du cinéma pour ma part. En tout cas, n'oubliez pas que cet épisode est disponible sur Spotify, Deezer et Apple Podcasts, bien évidemment, où vous pouvez mettre bien évidemment 5 étoiles. Vous voyez les étoiles en haut, 5 étoiles. Vous les mettez au maximum. N'hésitez surtout pas aussi à laisser un commentaire pour nous partager quel est votre film de Damien Chazelle préféré. Voilà, n'hésitez pas à le dire. Et aussi, n'hésitez surtout pas à le partager au plus grand nombre, à votre famille, à vos amis, même à des inconnus dans la rue. Voilà, vous dites, les cartons du cinéma, vous allez voir, c'est super. C'est bon enfant, ça parle de cinéma. Hop, voilà, c'est parfait. Voilà. Ça, le plus de monde peut venir écouter le podcast et entendre nos avis plus ou moins désastreux. Mais sur cette belle parole, moi, je vous laisse et on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec Love, bien évidemment, pour un nouvel épisode des cartons du cinéma, bien évidemment le jeudi, comme d'habitude, à midi. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!